Vous regardez Golf TV Africa, mesdames, messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce programme. La problématique de l'emploi, on n'en parlera jamais assez. Vous le savez, sont des milliers, ces jeunes-là qui sortent des universités, mais qui, beaucoup, restent à la maison, sans affaires, pas d'emploi. C'est la problématique soulevée par tous ces diplômés sans emploi. La question du chômage est devenue donc une réalité au Bénin, comme dans plusieurs autres pays du continent. Pour revenir sur cette problématique et les possibilités pour ces jeunes universitaires, sinon ces jeunes étudiants qui sortent de ces centres de formation, de trouver affaire, nous recevons aujourd'hui un spécialiste en la matière. Il s'agit bien entendu de Waliou Aïna. Il est fondateur de l'EPAF. Il s'agit d'un établissement para-universitaire Asana Formation. Il est administrateur des entreprises, économiste et financier, enseignant du supérieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Alassane. Voilà, je le disais tantôt, vous êtes dans ce secteur. La question de l'emploi aujourd'hui, c'est devenu une question de tous les jours. Les jeunes là qui sortent des universités, qui ne trouvent pas à faire. On accuse depuis lors le système éducatif. En quoi justement ce système a péché? Déjà, merci Alassane, merci à Golf Télévision de me donner cette opportunité de pouvoir aborder cette question qui est une question qui préoccupe tout le monde. Alors, je pense que le système de formation dans les pays francophones n'a pas évolué avec le développement de la technologie, le développement du marché de l'emploi. Alors, je n'ai jamais voulu dire en fait que ce qui était fait n'est pas bon. Je pense que les formations telles que ça se faisait auparavant sont arrivées en fin de cycle, compte tenu de l'évolution de la société, compte tenu de l'évolution de l'environnement et un certain nombre de choses. Aujourd'hui, les formations à l'université, telles que ça se fait de manière générale, dans des filières d'enseignement général, en fait, ne sont plus productives. En fait, il faut aller vers des métiers. Et c'est le combat que nous menons tous les jours, c'est le sens même de notre engagement. Parce que vous avez l'université d'Abomey-Calavi, il y a à peu près 100 000 étudiants. Il n'y a pas un pays en fait, qui peut employer en fait, 100 000 étudiants formés dans ces conditions-là. Donc, ce que moi je peux dire, le système tel qu'il est fait depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui en fin de cycle, il faut rénover la formation, il faut aller vers d'autres types de formations parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres types de métiers compte tenu de l'évolution en fait, de notre environnement. Donc, la formation telle que ça se faisait avant est arrivée en fin de cycle. Il faut d'autres formations, il faut d'autres orientations, il faut d'autres reconversions. Voilà un peu ce que je peux vous dire. D'autres reconversions, vous parlez de technique justement. Technique dans quel domaine concrètement? Alors, le paradoxe, c'est qu'on est dans un pays où vous avez des sociologues diplômés de l'université, des psychologues, des gens qui font anglais, des gens qui cherchent du travail qui ne trouvent pas. Dans le même temps, nous avons le secteur de la boulangerie-pâtisserie qui ne trouve pas d'employés qualifiés. Vous avez le secteur du BTP, de vrais caroleurs, en fait de vrais plombiers. Vous avez le secteur du numérique. Aujourd'hui, on recherche des community managers, on n'en trouve pas assez. Vous avez le secteur agricole, en fait, qui est encore à un niveau très, très, très bas, pour lequel il faut apporter, en fait, de l'enseignement technique. Vous avez le secteur, en fait, de l'énergie solaire, ainsi de suite. En gros, il y a une bonne partie des métiers de l'artisanat qui reste à revaloriser et qui va employer des milliers de personnes si nous nous mettons de l'investissement les prochaines années. Donc, très clairement, c'est ce que je peux vous dire. Vous ne pouvez pas dire on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'emploi et continuer par former dans les métiers, dans les domaines d'activité où l'emploi est difficile à trouver. Vous prenez quelqu'un qui fait la géographie, quelqu'un qui fait la psychologie. Je n'ai jamais dit que ces formations ne sont pas bonnes. Mais le nombre de personnes que ces formations engrangent aujourd'hui n'est plus utile pour notre société. Il faut les réorienter vers les secteurs dont je viens de vous parler, là, vers les métiers de l'artisanat au niveau supérieur, vers les métiers du BTP, ainsi de suite, afin que nous puissions... Vous avez des Chinois qui viennent travailler ici, on recherche des plombiers qualifiés, on n'en trouve pas, on va chercher au Togo, on recherche un domaine qualifié, on n'en trouve pas, on va chercher peut-être à peu près, c'est inacceptable. Qu'on soit dans un pays de 12 millions d'habitants et qu'on ait des secteurs dans lesquels la formation n'est plus productive et qu'on ne soit pas en mesure de les réorienter. Je pense que c'est la politique actuelle du chef de l'État. C'est vrai qu'il faut déjà dire que le système de formation n'est pas une chose facile à changer.
Vous savez, on peut prendre des décisions dans une entreprise pour changer les choses chaque jour. Mais changer en fait un système de formation pour que ça puisse être ça prend du temps. Puisque produire une personne pendant 3 ans pour avoir une licence, à mettre un enfant à l'école jusqu'à ce qu'il puisse avoir le bac, ça prend du temps. Donc c'est ce qui rend difficile en fait les transformations dans le milieu de la formation. Je vous l'avais dit tantôt, les formations ne se sont pas transformées au même rythme que la transformation de la société. Donc c'est un problème. Mais je suis acteur du domaine de la formation, je suis dans la formation, et concevoir un programme de formation, l'expérimenter et pouvoir le réajuster, l'adapter prend énormément de temps. Donc ce n'est pas chose facile. Mais je pense qu'avec les volontés actuelles, nous allons en fait vers une transformation effective du domaine de la formation. Oui, c'est vrai que vous avez cité quelques domaines aujourd'hui qui nécessitent forcément de main-d'œuvre qualifiée. Mais quand je prends par exemple pâtisserie, c'est un exemple que j'ai pris comme ça. Si on forme suffisamment les gens dans ce domaine-là, est-ce que vous pensez que tous ceux-là pourront avoir à faire? Est-ce que le marché ne sera pas saturé? D'accord, ok. Alors, moi, je vais vous donner un exemple. Nous, on forme chez nous des boulangers, des pâtissiers. Jusqu'à aujourd'hui, on recherche toujours des employés en boulangerie, pâtisserie. Vous avez, je vais vous donner quelques chiffres rapidement, vous avez à peu près 1 million de personnes qui achètent du pain tous les matins. À peu près 1 million de personnes. Alors, vous avez un environnement, une population qui se développe très rapidement. On a besoin de boulangers, de pâtissiers déjà pour servir notre pays, le Bénin, et on en a besoin pour exporter aussi. Moi, j'ai un contrat avec une société au Cameroun qui a besoin de boulangers, de pâtissiers qualifiés. Pareil dans d'autres pays avec lesquels on est en train de travailler. C'est un problème général en Afrique. Il y a des métiers qui étaient considérés auparavant comme des sous-métiers. On dit quand tu ne peux pas aller à l'école, on va t'envoyer faire la maçonnerie. Quand tu ne peux pas aller à l'école, on t'enverra apprendre la boulangerie. Aujourd'hui, ces métiers manquent de ressources qualifiées pendant que les endroits où on n'a pas besoin de ressources, il y a trop du monde. Donc, quand je prends le secteur de la boulangerie-pâtisserie, ça a 3 avantages. Premier avantage, on n'a pas de main-d'œuvre qualifiée. Les personnes qui sont formées vont trouver rapidement du travail. Deuxième avantage, c'est que c'est plus facile d'entreprendre dans un secteur comme ça que dans un autre secteur, parce que c'est pratique. Quand vous vous rapprochez d'une institution financière, quand vous vous rapprochez d'une banque, et vous dites que je veux créer une boulangerie, je suis diplômé de telle école de l'EPAF par exemple, je suis, qui est reconnu, qu'on connaît, qui fait en fait de très belles choses. Vous savez, les gens vous disent, on veut savoir le coût de votre investissement en termes de machines. Ça va s'installer où? Une fois que les études de marché en fait sont faites et que toutes les conditions sont réunies, c'est plus facile d'avoir du financement dans ce type d'activité. Donc, non seulement en formant en boulangerie-pâtisserie, on résout énormément et rapidement le problème de main-d'œuvre qualifiée. Deuxièmement, c'est que ça permet plus de générer plus d'entrepreneurs. Et en troisième position, c'est un secteur en développement. Nous sommes encore à l'étape embryonnaire. Le secteur est en plein développement et il nous faut 3 ans, 4 ans, 5 ans, jusqu'à 10 ans pour atteindre un niveau que nous allons appeler un niveau satisfaisant. Donc, il n'y a pas de doute pour venir faire une formation en boulangerie-pâtisserie aujourd'hui qui est un secteur. Oui, en termes d'entrepreneuriat, on entend aussi même au niveau étatique parler de l'agriculture. Vous l'avez évoqué aussi il y a quelques instants. Mais est-ce que vous pensez que le Bénin est déjà à même de pouvoir faciliter cette filière-là aux jeunes quand on sait que l'agriculture nécessite aussi des moyens que ça soit? Oui, je pense que entreprendre n'a jamais été, de mon point de vue, moi je suis entrepreneur à la base. Donc, je peux vous dire qu'entreprendre n'a jamais été une question de moyens financiers au préalable. Ça, c'est mon expérience personnelle. Parce que réussir un programme d'entrepreneuriat, c'est près de 90% d'investissement personnel et l'investissement financier vient en complément. Ça, c'est ce qu'il faut déjà absolument comprendre. C'est le problème de l'Afrique, en fait. On rejette en fait notre échec, on rejette le fait qu'on ne se lance pas sur le fait qu'on n'a pas en fait de moyens pour se lancer. Ça, c'est déjà la première analyse que je vais vous faire. Maintenant, pour vous dire les choses de manière claire, d'après l'Agence nationale de la promotion de l'emploi au Bénin,
98% des étudiants qui sortent des écoles et des universités cherchent de l'emploi salarié. Il y a seulement 2% qui veulent de l'emploi indépendant, ce que vous appelez entrepreneuriat. Alors, pendant que 98% de personnes cherchent du travail salarié contre 2% en fait qui veulent s'installer, la même agence dit que sur le marché de l'emploi, il n'y a que du 7% d'emplois salariés disponibles. 4% dans le public et 13% dans le privé. On va caricaturer ça, c'est comme si vous envoyez dans cette salle où nous sommes 100 personnes pour chercher en fait des bidons d'eau. Arrivé ici, il n'y a que 17 bidons d'eau disponibles. Quelle est la magie par laquelle tout le monde peut en trouver? Ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Le seul chemin qui s'offre à nous, c'est de l'auto-emploi, c'est de s'employer soi-même. Le chemin le plus sûr aujourd'hui. Maintenant, pour qu'une personne puisse entreprendre, ça nécessite un certain nombre de choses. Ça part déjà de son mental, de son état d'esprit. Ça part par la suite de son professionnalisme. Et après, son état d'esprit, la formation telle qu'elle est enseignée aujourd'hui dans nos écoles et les universités ne prépare pas l'homme à penser entreprise, à penser entrepreneuriat. On nous prépare à de l'emploi salarié. Une parenthèse, je n'ai jamais pensé que tout le monde va devenir entrepreneur. Ce n'est pas le but. Mais je pense, dans la plus profonde de mes convictions, que si nous réorientons les formations, si nous changeons les discours, le langage dans lequel les formations sont données, il y a beaucoup de jeunes béninois talentueux qui sont remplis de talents qui vont créer de merveilleuses choses ici au Bénin en termes d'entreprise les jours, les années à venir. Donc, l'entrepreneuriat, d'après les chiffres que je vous ai donnés ici, ça reste le seul chemin pour pouvoir sortir en fait du chaos, du problème du chômage. Maintenant, votre question, c'était de savoir si est-ce que les jeunes béninois ont les moyens en fait de pouvoir... Oui, ça nécessite les moyens. Je pense, pour mon point de vue, il y a beaucoup de mécanismes qui sont mis en place aujourd'hui par le pouvoir public pour accompagner l'entrepreneuriat des jeunes, que ce soit dans le domaine digital, que ce soit dans le domaine, dans n'importe quel domaine. Il y a beaucoup de structures en fait qui sont mises en place, beaucoup de mécanismes d'accompagnement pour accompagner les jeunes. Mais je pense que ce qui est d'abord très important, c'est qu'on inculque dans l'esprit de nos frères, de nos sœurs, depuis même le collège, en fait, qu'on peut aussi réussir sa vie en entrepreneur. Que ceux qui réussissent ne sont pas que des ministres, ceux qui réussissent ne sont pas que des députés, parce que l'homme est à l'image de ce qu'il voit. Vous allez autour des quartiers, les gens disent, bon, je veux être douanier parce que son père, celui qui a construit une maison à étage dans le quartier, il est douanier. Il voit la maison d'un avocat, il dit que je veux être... Nous devons ramener le débat déjà au collège pour expliquer aux enfants, à nos frères et sœurs que voici le tableau du marché de l'emploi. Voici. Il ne faut pas le cacher. Il faut le mettre sur la table. Et aucun gouvernement au monde n'a réussi à régler de manière magique la question de l'emploi. C'est un travail concerté de tous les acteurs de la société, les entrepreneurs, l'État, les universitaires, tout le monde. C'est un travail qui demande la mobilisation de tous. Donc, ça commence par là-bas la solution au problème de l'entrepreneuriat. Une fois que la personne est psychologiquement préparée à entreprendre, ça facilite en fait son accès au projet d'entreprise et surtout, ça lui permet de savoir comment s'y prendre pour pouvoir lever du financement. Il y a de plus en plus de conditions assouplies aussi pour avoir accès au financement. Mais le premier problème dont notre société doit résoudre, en fait, le premier problème que la société a, ce n'est pas la question du financement, c'est déjà la préparation à l'état d'esprit d'entrepreneur du jeune dès là. Justement, c'est cette question importante là. Sur ça d'ailleurs que je voudrais revenir parce que avoir l'engouement du gouvernement et vous-même qui êtes du secteur, comment est-ce que vous mobilisez pour qu'il y ait cette option développée de côté des jeunes? Mais est-ce que vous ne pensez pas que là on est en train de vouloir créer une génération spontanée d'entrepreneurs, puisque vous insistez sur le fait qu'il faut former d'abord les gens à la base? Est-ce que cette génération-là pourra s'en sortir? Alors, votre question elle est très pertinente. Je la comprends très bien. Mais quand vous allez à l'hôpital et que vous ne vous sentez pas bien, dès que vous allez vous voyez le médecin, il vous guérit la maladie qui est guérissable.
Si vous avez des maladies incurables, il mettra cela de côté, il va vous guérir ce qui est guérissable. Aujourd'hui, la situation que nous avons appelle à ce qu'on travaille à l'autonomisation de chaque personne pour éviter le chaos les jours, les années à venir. Nous n'avons pas le choix et on est à un chemin de non-retour. Il y a une bonne partie, les gens qui sont concernés par tout ce que sont subdivisés en 3 cibles. Il y a des personnes diplômées des écoles et des universités depuis 10 ans, 15 ans qui n'ont jamais pu rien faire avec leur diplôme. Mais ils n'ont jamais pensé aussi faire autre chose et oublier leur diplôme. C'est ça la gravité de la question. Il faut mettre en place un programme de reconversion, de réorientation massif de toutes ces personnes. Ça, c'est déjà la première cible. Ce n'est pas le même médicament. C'est ceux-là, il faut les reconvertir, les réorienter. Vous avez des personnes qui sont diplômées nouvellement à le bac, qui ont le bac et qui veulent avoir de l'orientation. Il faut les accompagner pour une bonne orientation, pour diminuer en fait le nombre de personnes dans les autres secteurs et les ramener vers les secteurs pour lesquels on recherche en fait des gens pour travailler. La troisième cible, c'est ceux qui sont encore au collège et qui sont au niveau de la classe de 6e, 5e, 4e, 3e, 2e. Il faut une conférence dans les écoles, une fois par mois, une fois par semaine, pour leur parler, présenter le tableau, ce qui les attend et leur parler en fait de la question de l'entrepreneuriat. Je pense que ceci faisant, tout le monde ne pourra pas devenir entrepreneur, évidemment. Mais si on réveille la conscience des gens, si on stimule en fait la capacité qu'ils ont eu, l'imagination qu'ils ont eu, on pourra avoir beaucoup d'entrepreneurs et qui pourra employer les autres personnes qui ne trouveront pas de l'emploi. Donc je ne dirais pas qu'on va créer une génération spontanée d'entrepreneurs, mais on créera en fait un bon nombre de personnes qui pourront entreprendre contrairement à ce qui se passe auparavant. C'est déjà clair dans la vision du président de la République, c'est que d'ici 2030, que nous ayons 30% d'enseignement général contre 70% d'enseignement technique. Et c'est le seul chemin pour qu'on puisse sortir de la précarité. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un travail à faire au niveau des parents, surtout dans certaines zones reculées où un paysan qui a envoyé son enfant à l'école dit, voilà, je veux que mon enfant devienne, comme on le dit, autorité dans un bureau. Et quand il voit ces enfants-là peut-être finir l'université et revenir, pour ceux-là qui s'intéressent à la terre, et commencer par travailler la terre pour pouvoir devenir quelque chose, on commence par les accuser. Et c'est aussi un autre facteur de démotivation des jeunes dans ces localités-là qui viennent, qui disent, voilà, telle personne qui est allée à l'université n'a pas trouvé affaire, vient avec nous travailler. Est-ce que je vais encore vous envoyer? D'autres disent, je ne veux pas y aller. Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire? Il n'y a pas cette pression sociale-là. C'est clair. Je suis d'accord. C'est le plus gros problème que nous, qui proposons des formations, déjà nous rencontrons. Je vais vous raconter une petite histoire. On a reçu une étudiante qui est venue chez nous pour faire la formation boulangerie-pâtisserie. Elle a décidé contre la décision des parents pour venir faire la formation. Et en pleine formation, sa maman est venue la chercher pour dire, moi je ne veux pas que tu viennes rester debout ici pour tenir les pattes. Je veux que tu deviennes diplomate parce que tu as fait l'ENAM. Je veux que tu deviennes telle chose. Moi, je pense, nous sommes en train de chercher quelque chose qui n'existe plus. Soyons clairs. Nous cherchons des choses qui n'existent plus. Je vous ai donné l'exemple des chiffres tout à l'heure. Quand vous recherchez quelque chose qui n'existe plus, pour continuer par vivre, il faut être en train de faire autre chose en attendant. À mon avis. Vous recherchez quelque chose que vous n'êtes pas en mesure de trouver tout de suite, il faut vivre avant que cette chose-là ne puisse arriver. Et pour continuer par vivre, il faut faire un travail. Alors, il y a un travail important que le gouvernement doit nous accompagner à faire en impliquant les collectivités locales à la sensibilisation de nos parents. C'est une question cruciale. Les lignes ont bougé. Le monde a changé. Nous devons nous aligner, sinon les enfants vont toujours traîner au bord de la rue. Et votre question appelle à un travail. Effectivement, les secteurs d'activité dont on est en train de parler, il faut les reformer, les revaloriser pour qu'ils deviennent attractifs.
Il faut revaloriser l'agriculture, ce qui est en train d'être fait présentement. Il faut revaloriser le secteur de la boulangerie-pâtisserie. Il faut revaloriser le secteur de l'artisanat, de sorte que ça devient attractif, de sorte qu'on soit fier d'être un boulanger, de sorte qu'on soit fier d'être un pâtissier, de sorte qu'on soit fier d'être un mécanicien auto, ainsi de suite. Il y a un ensemble, un package en fait de réformes à mettre en place pour déjà assainir ces secteurs. Je vous prends l'exemple de quelqu'un qui fait une formation de boulangerie-pâtisserie, qui paye de gros montants pour faire la formation infinie. Il est concurrencé par de la concurrence informelle. En fait, sur les réseaux sociaux, on ne dispose pas de société et on va sur les réseaux sociaux comme c'est accessible à tout le monde et on vend le même produit que celui qui a fait les investissements. Peut-être 30-40 millions d'investissements de francs CFA, on vend ces produits sur les réseaux sociaux 2 fois, 3 fois moins cher que lui. Parce que ça se fabrique à la maison, pas de charge, dans des conditions qui ne sont pas maîtrisées, les conditions d'hygiène de qualité ne sont pas réunies. Mais la personne dispose d'un téléphone portable, il peut faire une photo, il le met en fait sur les réseaux sociaux. La plupart des gens étant connectés sur les réseaux sociaux vont vers en fait ceux-là qui sont sur les réseaux sociaux qui ne disposent pas d'entreprise. Du coup, ça décourage l'investissement. Celui-là qui a fait la formation en bonne et due forme et qui a fait un investissement ne pourra jamais être rentable. Dans cet état de choses, d'autres personnes ne seront pas en fait impressionnées, attirées pour aller vers ces métiers-là. Vous prenez, ce phénomène se passe dans tous les secteurs d'activité. Vous prenez quelqu'un qui vend les chaussures, quelqu'un qui vend les esthéticiennes, tous les métiers en fait en général. Dès que quelqu'un a une page Facebook, il devient aussi commerçant. Il prend des photos et ça lutte gravement contre le développement des sociétés régulièrement établies qui payent des impôts et qui ont fait des investissements, qui ont des engagements dans les banques, dans les institutions financières. Il y a un travail à faire de réforme de tous ces secteurs pour protéger les vrais acteurs du domaine, de deux, les rendre attractifs, de trois, faire en sorte que quand on prend par exemple le domaine de l'agriculture, ça soit mécanisé, révalorisé, de sorte que si vous avez les jours, les années à venir des agriculteurs qui ont aussi de bonnes conditions de vie, des gens qui vivent, qui passent et qu'on a envie, vous verrez que c'est l'enfant, c'est les gens même qui vont vouloir aller vers en fait ces secteurs-là. Donc, il y a un package, comme je dis, de réformes à mettre en place. Je suis avec intérêt ce qui se passe. Je pense que l'État fait d'énormes efforts, mais il faut continuer par le faire. Ça ne sera pas que le rôle de l'État. Il faut une mobilisation de tous. Deuxième chose, le gouvernement doit nous accompagner. Le gouvernement doit nous accompagner à une sensibilisation générale à travers les collectivités locales, à travers les mairies, pour qu'on fasse des séances de travail avec les parents d'étudiants, les parents d'élèves, pour qu'ils comprennent la situation. Et qu'ils comprennent qu'amener un enfant à prendre la pâtisserie n'est pas condamner sa vie à faire la pâtisserie. Amener un enfant à aller faire de la plomberie, ça lui permettrait en fait de pouvoir se prendre en charge dignement et éviter en fait les problèmes, les vices en fait qui se développent dans nos sociétés. Voilà ce que moi je peux vous dire. Je pense que ce que vous avez dit là c'est très important et nous devons travailler à cela. Ça reste l'étape primordiale afin que on laisse l'enfant aller faire. Il peut faire des études à l'université. On peut être diplômé de n'importe quelle université au monde et apprendre un autre métier à côté pour pouvoir en vivre. Donc il y a un travail de sensibilisation massive au niveau des populations à la base, afin que ce soit facile pour nous qui proposons en fait cette orientation métier, cette orientation technique, pour que les gens puissent adhérer beaucoup plus facilement. Voilà ce que je peux vous dire. Oui, c'est vrai, vous revenez sur ça chaque fois que le gouvernement fait assez d'efforts pour pouvoir faciliter cette option d'auto-emploi, mais au même moment, il y en a qui craignent le fisc parce qu'ils disent aujourd'hui créer une entreprise, il y a aussi l'État tout de suite qui est derrière toi avec la question d'impôts, alors que pour s'en sortir au début, c'est souvent compliqué. Est-ce que vous ne pensez pas que ce facteur dans un contexte pareil peut décourager aussi les jeunes? Oui, mais il y a beaucoup de désinformation aussi. Je suis d'accord avec vous. Il y a beaucoup de désinformation. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent des choses dont ils ne comprennent pas. Il y a ça, c'est l'un des plus gros problèmes. Bon, les rumeurs, ça prend beaucoup de l'ampleur dans notre société. Je pense qu'il faut se rapprocher des sachants. Il faut se rapprocher des personnes qui ont des entreprises. Il faut se rapprocher des personnes qui connaissent pour qu'ils vous expliquent les différents régimes d'impôts qu'il y a dans notre pays.
les différents types de sociétés qu'il y a et selon votre activité, selon votre chiffre d'affaires, selon ce que vous proposez, le type de société que vous allez créer pour ne pas se faire avoir par les difficultés de l'impôt. Mais je crois qu'il y a pas, on a un pays essentiellement fiscal. Sans impôt, nous ne pourrons pas tourner. Je pense qu'il faut effectivement créer de meilleures conditions d'incitation à la création de l'entreprise en allégeant en fait les questions d'impôts. Mais dans le même temps, je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui n'ont pas la bonne information et qui restent dans leur coin, qui se braquent et qui n'arrivent pas à essayer. Il faut essayer, il faut se lever, il faut aller chercher l'information et vous aurez la bonne information. Vous verrez que tout ce qui se dit, ce n'est pas vraiment ça dans la réalité. C'est une question passionnante, malheureusement. Le temps à la télé, c'est déjà fini. On vous laisse, on aura d'autres occasions de revenir sur d'autres détails. Pourquoi pas, on vous laisse le soin de conclure cet entretien. D'accord. Merci beaucoup, monsieur, pour les questions pertinentes que vous m'avez posées. Je pense que l'avenir de notre pays, c'est les métiers. J'appelle toute la population béninoise à s'approprier des différents métiers d'avenir. Il y en a beaucoup. Il y a les métiers de bouche, il y a les métiers de boulangerie, pâtisserie, il y a les métiers du BTP, il y a les métiers de la coiffure, de l'esthétique, ainsi de suite, ainsi de suite. Les formations telles que ça se faisait auparavant sont arrivées en fin de cycle. Les chiffres nous le montrent clairement. Il faut qu'on ait le courage de changer, il faut qu'on ait le courage d'embrasser d'autres domaines, il faut qu'on prenne une conscience collective pour comprendre la situation et accompagner le gouvernement afin que nous puissions réduire le taux de chômage et aller vers une autonomisation concrète. Waliou Aïne, il est fondateur de l'EPAF, un établissement para-universitaire qui forme justement à ces métiers d'autonomisation. Il est administrateur d'entreprise, économiste financier, enseignant du supérieur. Mesdames, Messieurs, vous l'avez suivi. Il a développé de long en large cette problématique de l'emploi où les jeunes ont la possibilité, bien entendu, de s'auto-employer aujourd'hui à travers des formations sur le plan justement technique. Merci à toutes et à tous. Quand même, on aura d'autres occasions de revenir sur cette problématique. Merci et très bonne suite de programme sur Golf TV Africa.